Si le nom de Verdun est passé à la postérité, c'est parce que ce champ de bataille a été le théâtre d'un acharnement dans la lutte, autour de points de repère, autour de points stratégiques, qui ont été autant d'endroits de malheur, d'horreur, de souffrance et d'abnégation. Un des noms du champ de bataille qui demeure vivant dans la mémoire collective reste celui du fort de Douaumont. En effet, si on voulait résumer abusivement la bataille de Verdun, on pourrait très bien dire que la bataille commence lorsque les Français perdent le fort le 25 février 1916 et qu'ils le reprennent le 24 octobre de la même année. En même temps, la prise du fort de Douaumont a été le premier grand événement médiatique de la bataille. En effet, lorsque le 25 février 1916, le 24e régiment d'infanterie du Brandebourg s'empare du fort de Douaumont, sans combat. Pourquoi sans combat? Parce que la garnison, qui était plus chargée de l'entretien qu'autre chose, n'était absolument pas au courant de la proximité des troupes allemandes dans le bombardement permanent. Il n'y avait pas de liaison qui avait été établie avec les troupes en campagne. Eh bien, les unités allemandes qui étaient chargées d'attaquer le fort avaient reçu comme consigne de s'installer à proximité, attendre que l'artillerie tire sur le fort pour passer à l'attaque, sauf que leur propre artillerie était en train de les décimer, et donc ils ont joué leur va-tout, ont attaqué le fort, et par ce coup d'audace, sans combat, s'étaient emparés de la pierre angulaire du système fortifié de Verdun. Les Français, en ayant perdu ce fort, n'auront qu'une obsession. L'état-major de la 2e armée qui commande les troupes françaises devant Verdun souhaitera à tout prix reprendre cet ouvrage. Ce qui fait que jusqu'au début de juin, jusqu'aux dernières journées du mois de mai, début juin 1916, les troupes françaises seront à proximité du fort. Elles resteront dans le ravin de la Cayette notamment, malgré les pertes, malgré les bombardements, malgré les attaques, pour essayer d'avoir une base de départ pour reconquérir rapidement l'ouvrage fortifié. Pourquoi ce regret lancinant? Pourquoi cette volonté de l'état-major de reprendre ce fort? Eh bien tout simplement parce que depuis la colline sur laquelle ce fort a été construit, les Allemands pouvaient régler à loisir un grand nombre de tirs d'artillerie. En effet, cette colline domine tous les environs. Donc les Allemands, par cette position dominante, peuvent mieux ajuster leurs tirs d'artillerie. Le fort également a l'avantage de pouvoir servir de caserne. En effet, le fort est très grand, le fort sera quasiment, donc constamment occupé par les Allemands pendant la bataille. Le fort accueillera entre 2500 et 3000 hommes en permanence dans les galeries du fort. Et les hommes étaient à l'abri parce que sur leur tête, il y avait au-dessus de la pierre de taille une dalle de béton d'une épaisseur d'1,50 m à 2,50 m de béton. Comme je l'ai dit, beaucoup de troupes étaient massées à l'intérieur, beaucoup de matériel, et cela n'allait pas sans risque ou sans danger. Et la plus grande catastrophe qu'on va connaître dans le fort de Douaumont a lieu le 8 mai 1916. En effet, on ne connaîtra certainement jamais l'origine, mais en tout cas, un dépôt de grenades explose à l'intérieur, mettant le feu à un dépôt de lance-flammes. Les flammes vont lécher un stock d'obus de 155 mm et une terrible explosion à l'intérieur, faisant plus de 1000 victimes, dont 679 tués. Le mois de mai également a vu la première tentative française de reprendre le fort de Douaumont. Le 22 mai 1916, les Français du 129e Héry et du 74e Héry s'élancent et arrivent sur les dessus du fort, sur les superstructures du fort, sur la partie ouest seulement. Ils n'arrivent pas à descendre dans les galeries. Du fait de la supériorité de l'artillerie allemande, les Français n'arriveront pas, ce jour-là, à s'emparer du fort. Et après 2 jours de combat, isolés du reste, les détachements français qui avaient réussi à atteindre le fort finissent par se rendre. Finalement, l'ouvrage est repris par les Français comme il avait été perdu, sans combat. En effet, le 24 octobre 1916, 2 régiments finalement vont se repartager la reconquête du fort de Douaumont. Le 321e régiment d'infanterie et le régiment d'infanterie coloniale du Maroc vont arriver sur les dessus du fort précédés par un barrage roulant. La garnison allemande ne riposte pas. Pourquoi? Parce que dans la préparation d'artillerie qui a donc précédé l'attaque, des obus de 400 mm français avaient infligé de lourds dégâts au fort en tuant une partie de la garnison, en entraînant un incendie qui n'avait pas pu être contrôlé par les Allemands, les forçant à évacuer le fort. Et le 24, lorsqu'ils reviennent, c'est trop tard, ils sont trop peu nombreux pour faire face aux Français. En ce mois d'octobre 1916, la nouvelle de la reprise du fort de Douaumont fait tout le tour de la France, comme en écho de ce qu'avaient annoncé les Allemands 8 mois auparavant. À 3 km de là, un autre haut lieu de la Première Guerre mondiale, le champ de bataille de Verdun, va passer dans la postérité, celui du fort de Vaux. En effet, le fort de Vaux est symbole d'abnégation. Entre le 2 et le 7 juin 1916, les Français vont être encerclés dans le fort. C'est-à-dire que non seulement les Allemands sont en extérieur, mais ils sont sur le dessus du fort. Et pour autant, la garnison, autour du commandant Raynal, va continuer à poursuivre la lutte, dans les galeries. Imaginez-vous, les Allemands, voyant que la garnison ne renonce pas, vont décider de mener la lutte à l'intérieur du fort. Ils vont se remettre des coffres de contre-escarpe nord-ouest et nord-est, neutraliser la garnison française et descendre par les gaines à l'intérieur, les 2 galeries qui mènent à l'intérieur du fort. Et dans ces 2 galeries, où on tient à peine à 2 de front, à peine plus grande hauteur d'hommes, Français et Allemands vont se battre dans ces galeries dans lesquelles les Français ont établi des barricades.
Imaginez-vous, on est dans le noir le plus complet, dans la fumée. Les Allemands veulent faire sauter les barricades. Dans un espace confiné, le bruit est effrayant, les tympans sifflent. Et quand la barricade est élevée, les Français qui sont derrière avec leurs mitrailleuses font feu dans le noir et les Allemands ripostent, faisant ricocher les balles dans toutes les directions. Ce qui fait que les Allemands n'arrivent pas à avancer davantage. Le 4 juin, ils utilisent une autre arme pour essayer d'emporter la décision. Ils vont utiliser le lance-flammes. C'est à coup de lance-flammes qu'ils vont forcer les Français à abandonner les barricades qu'ils défendaient. Un nuage de suie épais, énorme, recouvre l'intérieur de la galerie et les défenseurs tournent un peu de l'œil, tous dans tous les sens. Pour autant, un soldat français, un officier, le lieutenant Girard, va se jeter dans la fumée, arriver sur la mitrailleuse et tirer à bout portant sur les Allemands, repoussant in extremis finalement l'attaque allemande. Le fort a failli tomber le jour-là. Mais le 4 juin est décidément une journée très difficile pour les Français. Raynal envoie son dernier pigeon pour indiquer qu'ils sont dans une situation extrême et qu'il faut absolument dégager le fort par une contre-attaque. Et c'est cette même journée qu'il apprend qu'il n'y a plus d'eau dans la citerne. La citerne étant fissurée, la garnison n'a plus d'eau du tout. La contre-attaque demandée par Raynal a lieu dans les premières heures du 6 juin 1916. Elle échoue. À partir de ce moment-là, l'agonie du fort est totale. Lorsque Raynal voit les hommes commencer à lécher les murs autour de lui, lorsqu'il voit certains boire leur urine ou délirer avec la soif qui tiraille les combattants dans la chaleur et les poussières, il décide de réunir un conseil de commandement et le fort se rend dans les premières heures du 7 juin 1916. La souffrance a été importante aussi du côté allemand. Ils ont dû se battre dans ces galeries où ils ont beaucoup de mal à progresser. Ils souffraient également de la soif. Beaucoup de soldats étaient envoyés chercher de l'eau à l'étang de Vaux en contrebas du fort. Beaucoup ne revenaient pas à cause du barrage d'artillerie, tout comme les Allemands qui étaient au-dessus du fort pour essayer de maintenir l'étranglement de l'ouvrage, qui ont été victimes des tirs d'artillerie français sur le dessus. Dernier haut lieu qui parle beaucoup, qui est passé à la postérité, les noms terrifiants de Morhomme et Côte 304. En effet, ces hauteurs qui commandent la rive gauche de la Meuse sont des hauteurs dénudées, qui n'offrent aucun couvert aux défenseurs et sur lesquelles l'artillerie française et l'artillerie allemande vont s'acharner sur les pauvres défenseurs qui sont en dessous. Dès le mois de mars, les Allemands ont essayé d'attaquer le Morhomme. Ils ont commencé à conquérir une partie du sommet. Attaques et contre-attaques se succèdent. Sous les tirs d'artillerie, les soldats ont beaucoup de mal à se maintenir sur le dessus du sommet parce qu'ils sont littéralement écrasés par l'artillerie. Et en même temps, au moment des attaques, comme le glacis est complètement à découvert, les soldats ont également des pertes de la part des armes d'infanterie, mitrailleuses entre autres. Les Allemands, le 3 mai 1916, attaquent la côte 304. 500 pièces d'artillerie ont leur gueule pointée sur la hauteur. Ils matraquent littéralement le sommet qui est recouvert d'un nuage de fumée qui dépasse les 800 mètres d'altitude. Pour autant, les Allemands qui se rendent maîtres du sommet n'arrivent pas à aller autant. Français comme Allemands, oubliés de tout, se retrouvent littéralement pulvérisés par les deux artilleries de ces sommets dénudés. Jamais non, en fait, n'a été aussi prédestiné que celui du Morhomme au vu des événements dramatiques qui sont déroulés. Ces combats, en fait, sur le Morhomme et la côte 304 sont révélateurs de tous les combats de la Première Guerre mondiale. Des adversaires qui se disputent des parties hautes pour pouvoir avoir de bonnes vues, pour pouvoir avoir des positions clés. Et ces soldats qui sont chargés de mener ces attaques, qui se retrouvent littéralement écrasés sous les orages d'acier, n'ayant rien d'autre à faire finalement qu'à attendre la mort sous les tonnes et les tonnes d'obus qui leur tombent dessus.